Bonjour, bienvenue. Il est 14 heures en France, 8 heures matin à Montréal et à Toronto, d'où nous parlerons tout à l'heure. Et il est un petit peu plus tôt que ça sur Vancouver. On vous souhaite la bienvenue pour cette session de 1 heure qu'on a appelée effectivement Comment attirer les Canadiens en France. Une session qui a été organisée avec notre partenaire Tourmag et aussi avec Best of France. Avant de dérouler le suivi de la présentation, je vais demander à Julien d'expliquer en quelques secondes ce qu'est Best of France. Merci Franck. Donc Best of France, la mission c'est de développer des relations et des partenariats solides entre les entreprises françaises et les acteurs professionnels canadiens et nord-américains. L'idée de Best of France, c'est de promouvoir la France auprès de ces acteurs nord-américains anglophones. On propose du contenu, on propose énormément de choses à ces acteurs pour leur permettre de mieux comprendre la culture. Ils sont déjà attirés par la France et par tout ce qu'elle a à offrir. Et nous travaillons sur 4 secteurs privilégiés, le tourisme, comme aujourd'hui, l'éducation, le vin et la gastronomie. En quelques mots sur l'audience qu'on a construit aujourd'hui sur l'Amérique du Nord, c'est 36 000 likes sur notre compte Facebook. C'est une moyenne d'un demi-million de vues par mois, avec une moyenne d'âge qui est autour de 45-65 ans. Voilà, donc en quelques mots, Best of France. Les intervenants aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Morgan Larente depuis donc l'ambassade, puisqu'il est chef du service économique régional du Canada. Il nous parlera dans quelques minutes. C'est lui qui va commencer la session. On a un petit problème de connexion avec Catherine, donc Guillaumard, qui est en charge de Air France KLM sur le Canada. Peut-être si jamais elle n'arrive pas à nous rejoindre tout de suite, on la mettra plutôt en fin de session. Ensuite, on aura une session avec Julien et moi-même où on vous expliquera plus en détail le profil des Canadiens qui viennent en France. Avec des informations peut-être pertinentes sur leur profil, encore une fois. Sans plus attendre, je pense qu'on va tout de suite laisser la parole à Morgan. Juste pour vous rappeler aussi qu'il est possible, bien sûr, à tout instant de poser des questions, soit sur chat, soit sur la partie section qui s'offre à vous sur le menu. Ismaël, qui nous entend, collecte les questions et puis pourra nous les envoyer. On a prévu une session d'une quinzaine de minutes en fin de présentation où là, on pourra répondre, nous quatre, pardon, à toutes les questions. Sans plus attendre, je passe la parole à Morgan. Je le remercie encore énormément de consacrer un petit peu de temps pour nous. Je sais qu'il a un emploi du temps très, très chargé. Morgan, je te laisse la parole. Merci beaucoup et merci de cette invitation. Effectivement, je souhaitais vous donner un peu quelques données de base sur l'économie du pays et aussi sur le potentiel touristique au Canada. Mais avant cela, peut-être commencer quand même par remettre dans son contexte cette politique et surtout la priorité que le gouvernement accorde à un rebond rapide du secteur du tourisme. Vous savez, c'est traditionnellement un secteur extrêmement important pour l'économie française, comme on le voit sur la slide suivante. C'est un secteur qui représente 2 millions de salariés directs, plus de 7,4% du PIB, et c'est surtout un secteur qui représente une contribution positive tout à fait majeure à la balance commerciale française. Un secteur, et vous êtes bien placé pour le savoir, comme on le voit sur la slide suivante, qui a été très affecté par la crise du Covid. J'y reviendrai pas puisque vous avez été en première ligne. Plus de 60 milliards au niveau macroéconomique global français de recettes en moins, des chiffres d'affaires qui ont baissé au plus fort de la crise de 70-80%. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement, tout au long de la crise, a apporté son soutien au secteur avec un appui de plus de 38 milliards, on le voit sur la slide suivante. Et surtout, dernièrement, le sommet Destination France au début du mois de novembre où le président de la République a fixé des objectifs très clairs pour le secteur, des objectifs de rebond et l'objectif global de conforter la France comme première destination touristique mondiale. Tout ceci impose une mobilisation forte de tous les acteurs et c'est la raison pour laquelle je suis très content d'intervenir aujourd'hui. Vous le savez, au niveau gouvernemental, cette politique est mise en œuvre, comme on le voit dans la slide suivante, par l'opérateur Atout France qui a une présence au Canada sur
la côte Est, avec 5 collaborateurs. Atout France qui a également un plan d'action que vous pouvez consulter à l'adresse indiquée sur cette slide. Alors, le Canada, quelle est sa puissance économique, sa puissance démographique et puis peut-être son intérêt d'un point de vue de l'économie du tourisme. Bon, comme on le verra dans les 2 slides qui viennent, le Canada est une puissance moyenne d'un point de vue démographique. Aujourd'hui, sa population est de 38 millions d'habitants, répartis d'ailleurs de manière très inégale. L'Ontario, qui est la province dans laquelle cette ambassade se situe, représente 40% de la population, le Québec un peu plus de 22%. Répartition également très inégale dans les taux de croissance démographique, puisque si au global on a une croissance d'1,4%, on a des disparités assez fortes entre provinces et surtout une croissance qui est portée par l'immigration et les provinces du Nord. De façon générale, néanmoins, ce qui est tout à fait notable dans le cas canadien, c'est que la population croît de manière quand même assez substantielle, plus de 7 millions d'habitants depuis le début des années 2000. Et comme on le voit sur la slide suivante, une projection, c'est le graphique du bas, qui, si elle continue au rythme actuel, atteindra environ 55 millions d'habitants à horizon de 2068. Alors, c'est aussi, et c'est un élément intéressant, je pense, pour le secteur, c'est une population, comme on le connaît dans la plupart des pays occidentaux, qui est vieillissante, sera amenée à voir son taux moyen augmenter à horizon des années 2060, comme on le voit sur le petit graphique du haut de cette slide. Alors, puissance économique, puissance démographique moyenne, mais puissance économique majeure, et c'est l'objet de cette slide. Le Canada, vous le savez, fait partie des pays les plus riches au monde et à ce titre est membre du G7, du G20. Son produit intérieur brut représente environ les 2/3 du produit intérieur brut français, mais de façon plus intéressante, la richesse par habitant, le PIB par habitant, est lui plus important, comme vous le voyez sur les 2 chiffres qui sont indiqués sur cette slide. D'un point de vue conjoncturel, la croissance du Canada a connu à peu près la même évolution que la France, avec un impact, comme on le voit sur le graphe, extrêmement récessif pendant la crise du Covid, et un rebond extrêmement important, d'où cette courbe en forme de V depuis l'été 2020, avec une différence toutefois majeure, qui est que en niveau, l'économie du pays n'a pas encore retrouvé son niveau d'avant-crise, contrairement à la France. Là où, et c'est l'objet des 2 slides suivantes, il y a, je pense, un petit élément important d'information à apporter pour ceux qui nous regardent de France, c'est que très souvent on réduit l'économie et même le Canada au Québec. Alors bien sûr, le Québec a une part importante, comme on le voit dans ce graphe, à hauteur d'environ 20% de la richesse totale du pays. Une part relative qui s'est légèrement érodée au cours du temps. Mais comme on le voit également dans ce graphique, une bonne part de la richesse du pays relève d'autres provinces, en particulier l'Ontario, qui représente environ 40% de la richesse, et les autres provinces, notamment la province atlantique, les provinces également de l'ouest du pays, avec la Colombie-Britannique. Et c'est encore plus vrai, on le voit sur la slide suivante, lorsqu'on regarde le PIB par habitant, puisque là, on s'aperçoit que, et c'est les couleurs foncées,
sur le graphique de gauche, on s'aperçoit que ce sont les provinces dites des prairies, c'est-à-dire du centre du pays, l'Alberta, le Saskatchewan, le Manitoba, qui bénéficient d'un sous-sol extrêmement riche avec des hydrocarbures extrêmement importantes. Eh bien, ce sont ces provinces qui affichent le PIB par habitant le plus élevé. Et donc, il y a un vrai intérêt pour ceux qui prospectent sur le marché canadien à regarder au-delà du seul Québec. Alors, pour conclure, je voudrais apporter quelques éléments d'information sur justement le potentiel touristique du pays, avec quelques données tirées essentiellement de Statistique Canada, l'équivalent de l'INSEE du Canada. De manière générale, le Canada est un pays qui se caractérise par une balance commerciale sur ce poste tourisme déficitaire. C'était le cas avant la crise. Naturellement, la crise a légèrement changé cette dynamique. Vous le voyez sur le graphique de gauche, avec toutefois, et c'est l'objet du graphique de droite, des variations saisonnières extrêmement importantes, puisque schématiquement, on peut dire que la balance est très déficitaire pendant l'hiver. Les gens s'en vont hors du Canada où il fait très froid et restent majoritairement avec l'arrivée de touristes l'été au Canada. Un caveat néanmoins par rapport à cette présentation, ça c'est une présentation agrégée des choses. Lorsque l'on regarde destination par destination, les dynamiques peuvent être un peu différentes. Et dans le cas français, l'Observatoire de la connectivité aérienne, dans son rapport de 2018, avait montré que, par exemple, les flux en provenance du Canada à l'arrivée de France étaient plus importantes pendant les mois d'été. Sur la slide suivante, mais vous pouvez trouver ces éléments sur le site de Statistique Canada, quelques éléments très significatifs sur le profil des Canadiens qui voyagent. Ce sont des personnes qui voyagent essentiellement aux 2/3 pour des motifs de loisirs. Le poste de déplacement professionnel est assez limité. Ce sont aussi des personnes qui ont un pouvoir d'achat localement extrêmement important, puisque hors le poste des voyages, cela représente une dépense moyenne d'environ 1 780 $ canadiens. $1 canadien égale 0,7 € environ, principalement sur les postes hébergement et restauration. Enfin, dernière slide, et c'est un élément assez intéressant pour ceux qui nous regardent de France. La dernière enquête visiteurs venant de l'étranger EVE menée par la Banque de France et la DGE montre que sur cette dernière slide, s'il vous plaît, montre que les visiteurs en provenance du Canada représentent un peu plus d'1 million de visiteurs par an, soit un peu plus de 1% de l'ensemble des visiteurs. On a là matière probablement à progrès, avec une caractéristique tout à fait discriminante, qui est que, en moyenne, toujours selon cette enquête, les Canadiens restent plus longtemps, à hauteur de 9,9 nuitées, quasiment 10 nuitées, là où la moyenne est plutôt aux alentours de 6,5, 7 nuitées. Voilà, je suis à votre disposition pour toute question. Bon, grand merci. Je sais que c'était une contrainte de temps qu'on s'était fixé tous pour réserver à la fin de la session des questions et des réponses pour une quinzaine de minutes. Effectivement, vous pouvez encore, bien sûr, poser des questions et puis on prendra plutôt encore une fois la fin de la session pour y répondre si vous voulez bien. Morgan, tu peux rester avec nous jusqu'à 15 heures de France. Très bien, merci beaucoup. Je vais encore très grand merci pour la présentation. Ça nous a donné une bonne idée d'un petit peu ce qu'est le Canada en général et son poids dans le tourisme, en particulier sur la France. On a la chance d'avoir Catherine avec nous. Je la remercie encore énormément puisque je sais qu'elle a un planning très très serré. Elle a pu libérer une petite heure pour nous rejoindre. Catherine, vous nous entendez? Oui, bonjour à tous. Oui, super. Très bien. Je vais vous passer la parole tout de suite. Catherine, donc, est la responsable de Air France.
KLM sur le Canada, une compagnie aérienne très dynamique. On a pu, il y a quelques années encore, avoir la chance, nous, à Vancouver, d'avoir la seule ligne qui était ouverte cette année-là avec le Brésil, je crois. Et donc, depuis maintenant 2016, si je ne me trompe pas, on a une ligne directe entre Vancouver et Paris. On pourra en parler plus tard, mais c'est vrai que ça a apporté énormément d'impact sur le tourisme. Voilà, ça c'était un petit commentaire depuis la côte ouest. Catherine, je vous laisse la parole et puis on se retrouve tout de suite après. Oui, donc je vais commencer par un rapide update sur l'évolution des capacités depuis le Canada. Donc là, vous avez le programme hiver 2021. Donc Air France-KLM au Canada prévoit d'opérer la totalité de ses vols cet hiver. Toutes nos escales sont ouvertes à la fois dans l'Est et dans l'Ouest. Avec une augmentation significative des capacités cet hiver. Pour vous donner un ordre de grandeur, on sera à peu près au niveau de l'hiver 2019. Donc, on retrouve en fait des niveaux d'avant-crise au Canada. Avec notamment une augmentation très forte des capacités sur la côte est. Au départ de Montréal avec Air France, vous avez le programme du mois de décembre. On sera jusqu'à 3 vols par jour avec Air France. Avec un beau produit puisque on a la chance de retrouver l'A350 en structurel sur l'escale de Montréal. Qui sera alterné avec un Dreamliner et un 777-200. Avec KLM, on sera à 3 vols par semaine au départ de Montréal. La nouveauté également, c'est l'ouverture de Pointe-à-Pitre cet hiver au départ de Montréal, qu'on ouvre le 24 novembre à raison de vols par semaine. Si je passe à Toronto maintenant, Toronto, on sera un vol quotidien cet hiver à la fois avec Air France en A350 et avec KLM. Et maintenant sur la côte ouest, au départ de Calgary avec KLM, on aura 5 vols par semaine cet hiver. Sur Edmonton, qui a été une destination compliquée du fait des réglementations au Canada et le fait que Edmonton n'était pas un aéroport autorisé pour accueillir des passagers internationaux. La situation a évolué cet été, ce qui nous a permis de reprendre la route. Et donc Edmonton est desservi depuis maintenant la fin août à raison de 2 liaisons circulaires par semaine. Et enfin, sur Vancouver, avec KLM, nous avons 3 vols par semaine. Et en décembre, Air France reviendra à raison de 3 vols par semaine en direct vers Paris. Donc, comme je vous le signalais, une grosse reprise de capacité cet hiver. Également des nouveautés produits, donc avec l'arrivée de la 350 à Montréal, qu'on a aussi en structurel sur Toronto, donc avec des très beaux avions. Et qui nous permet aussi d'améliorer l'expérience de nos clients au départ de Montréal vers la France. Si on passe maintenant à la slide suivante, c'est juste pour vous donner un overview en fait d'Air France KLM et de notre réseau cet hiver. Donc, pour vous donner la dynamique, aujourd'hui, en fait, la dynamique, elle est essentiellement portée, nous, dans notre réseau, par l'Amérique du Nord. Tout d'abord avec l'ouverture des frontières au Canada début septembre et puis l'ouverture des frontières américaines depuis le 8 novembre. Donc, de grosses augmentations de capacité pour nous cet hiver et puis également à l'été 2022. Une dynamique également qui est portée par le réseau Caraïbes-Océan Indien pour le réseau Air France, également avec des augmentations de capacité sur cette zone-là cet hiver.
Si maintenant je regarde sur les autres parties du monde, l'Europe fonctionne plutôt bien, avec des grosses reprises également de capacité. Même chose sur l'Afrique, avec une belle résilience du réseau. Par contre, c'est vrai qu'il y a encore des parties du monde où en fait on est vraiment sur un programme qui est plus que nominal, notamment l'Asie et l'Amérique du Sud, qui sont encore très impactées par la pandémie et la fermeture des frontières et les conditions sanitaires sur place. Au niveau de la typologie du trafic, très clairement, c'est un trafic aujourd'hui qui est attiré par la clientèle loisir. C'est le cas pour nous en Amérique du Nord avec l'ouverture des frontières. Et pas que, également avec le trafic qu'on appelle VFR. Donc, c'est tout le trafic en fait qui est lié à un trafic plus familial de connexion en fait des familles, qui est un trafic qui est très dynamique, notamment au départ du Canada. Par contre, c'est vrai que pour la clientèle affaires, on est sur des niveaux qui sont encore modestes et qui devraient le rester sur l'hiver, mais pas que, également sur l'année 2022. Si on passe au slide suivant. Donc, nouveauté également au départ du Canada. Donc, ça touche en fait tous les passagers internationaux qui décollent en fait du Canada. Donc, depuis le 30 octobre, en fait, le gouvernement a imposé en fait à chaque passager de devoir présenter une preuve de vaccination pour quitter le territoire canadien. Il y a une période transitoire en fait du 30 octobre jusqu'à la fin du mois de novembre où les passagers auront encore la possibilité, les passagers non vaccinés auront encore la possibilité de présenter un test PCR. En revanche, à compter du 30 novembre, le test PCR ne sera plus accepté pour quitter le Canada et l'essentiel en fait des passagers devront être vaccinés. Donc, c'est bien évidemment des choses que nous, à France KLM, on avait anticipées. L'enjeu pour nous, c'est de fluidifier au maximum en fait l'expérience du client à l'aéroport et anticiper le plus possible en fait toutes ces demandes réglementaires, etc. Donc, en fait, on a mis en place, et c'est le slide suivant, un certain nombre d'outils pour faciliter en fait le voyage de nos passagers. Et notamment un outil qui s'appelle Ready to Fly avec Air France et Upload at Home avec KLM. Le principe est le même. Ça donne en fait la possibilité aux passagers, en amont de son voyage, de nous transmettre ces documents. Ces documents vont être vérifiés par un back-office, donc par des agents qui sont vraiment spécialisés sur toutes les conditions réglementaires qui sont exigées pour les pays. Le passager envoie en amont en fait ces documents qui sont vérifiés. Et une fois que ces documents sont vérifiés, le passager en fait reçoit un petit checkmark et une fois qu'il s'enregistre sur son vol, le fait que ces documents ont été contrôlés apparaît très clairement sur la carte d'accès à bord, ce qui va permettre en fait aux passagers de gagner du temps à l'aéroport, de ne pas devoir représenter en fait ces documents à l'aéroport et d'avoir une expérience plus fluide. Donc c'est un service qui est proposé aujourd'hui au départ de toutes nos escales canadiennes, à la fois Air France et KLM, pour la destination Paris CDG avec Air France et la destination Amsterdam avec KLM. Et l'idée, bien évidemment, c'est de graduellement ouvrir ce service à d'autres destinations et pas uniquement à Paris et Amsterdam comme c'est le cas aujourd'hui. Si on passe au slide suivant. Donc un certain nombre également de reconnaissances au niveau du groupe Air France KLM pour tout le travail qui a été effectué au service de nos clients pour améliorer l'expérience et également tous les efforts qui ont été faits pour assurer la sécurité et le bien-être de nos passagers. Donc, à la fois Air France et KLM ont la plus haute distinction sur toutes les normes Health and Safety avec le Diamond Award. Donc, c'est un ranking qui est fait par Apex
et qui est audité. Donc, on a le grading le plus élevé avec ce Diamond Award. Également, Air France a décroché 5 étoiles à l'indicateur Skytrax sur le Safety Rating, qui reconnaît également tous les efforts de la compagnie justement pour assurer une expérience client sécuritaire et la plus fluide possible. Et également, sur le dernier indicateur Skytrax, Air France est maintenant la meilleure compagnie en Europe avec ce classement et également dans le top 10 des meilleures compagnies aériennes au monde. Donc, un très gros travail qui a été effectué par le groupe durant cette pandémie, notamment sur ces aspects health and safety. Si on passe au slide suivant. Également, je voulais vous mentionner sur l'expérience client un très gros volet qui n'a pas été arrêté avec la pandémie. Bien au contraire, on continue en fait à investir pour nos clients et notamment on continue à investir dans la flotte, que ce soit Air France et KLM, pour la modernisation de nos avions. Donc, je vous ai mentionné l'arrivée de l'A350 à Montréal, qu'on avait déjà à Toronto. Nous avons 10 appareils en commande aujourd'hui et d'autres appareils à venir. Donc, ça, c'est pour vraiment le long courrier. À noter également, pour la touche canadienne, l'arrivée aussi des A220 qui sont produits à Mirabel, pas très loin de l'aéroport de Montréal. Donc, c'est une commande majeure pour le groupe Air France, 60 appareils, qui va nous permettre en fait de complètement renouveler notre flotte court et moyen courrier en remplaçant en fait progressivement la flotte des A318 et A319. Et côté KLM également, l'investissement se poursuit, notamment avec la famille des Boeing Dreamliner sur la flotte long courrier. Si on passe à la slide suivante. Également, à noter sur l'expérience client, donc je vous ai mentionné les investissements sur la flotte. Également, on poursuit en fait nos investissements sur l'expérience salon de nos clients avec de très belles nouveautés en fait cette année. À Montréal, nous avons réouvert un tout nouveau salon Air France. Donc, il est ouvert depuis le 11 août dernier. C'est un salon qui est complètement repensé avec la toute dernière image de marque Air France. Vous voyez les photos, vous retrouvez l'hippocampe et les Air France avec un certain nombre d'améliorations et d'introduction de nouveaux services pour nos clients, notamment avec une toute nouvelle zone d'accueil pour les clients qui va également permettre en fait de fluidifier l'accès au salon avec des bornes libre service. Également une toute nouvelle zone dédiée pour nos clients Flying Blue Ultimate dans ce salon, donc un espace privatif pour nos clients les plus importants au niveau du programme Flying Blue. Et également une nouveauté, donc c'est ce qu'on appelle le Night Service qu'on va introduire d'ici quelques semaines à Montréal et qui va donner en fait la possibilité à nos passagers sur le dernier vol du soir, donc le vol de 22 heures, de prendre en fait leur dîner au salon. Plutôt que prendre le dîner à bord. Le vol est très court entre Montréal et Paris, donc c'était quelque chose qui avait été remonté par nos clients depuis des années et qu'on avait en projet. Donc, on est très heureux de pouvoir le lancer à Montréal. Il y a très peu d'escales aujourd'hui qui bénéficient de ce service. C'est le cas à JFK et à Washington aujourd'hui. Donc, voilà, c'est une nouveauté qu'on va proposer à Montréal cet hiver d'ici quelques semaines. Et également, la nouveauté avec ce salon, c'est la possibilité en fait aux passagers qui voyagent en cabine économie ou premium économie d'acheter également un accès payant pour le salon. Donc voilà, très, très belle nouveauté salon à Montréal. Et maintenant, si on passe à la slide suivante.
Je voulais également vous mentionner donc le tout nouveau salon du DUF. Hein. Vous allez retrouver l'image de marque que vous avez retrouvée à Montréal. Donc, c'est également un tout nouveau salon qui a ouvert cet été au DUF et qui concerne en fait nos clients du réseau court et moyen courrier. Donc, typiquement, un client qui va avoir une connexion sur un vol en France sur le réseau domestique français pour avoir accès en fait à ce tout nouveau salon au DUF qui est magnifique. Un très bel espace de plus de 3000 mètres carrés, complètement repensé pour nos clients. Voilà. Merci Catherine, merci beaucoup. On l'aura compris, s'il y a des entreprises qui profitent de la crise pour surtout pas s'endormir sur leur laurier et être prêt pour la sortie de crise, je pense que Air France en est le meilleur exemple. Merci encore, on vous garde. Et puis aussi comme information pour vous qui nous écoutez, la possibilité bien entendu d'avoir accès aux présentations qu'on aura faites et de revenir sur des chiffres et si vous avez des questions par la suite, de nous les soumettre même par email, on pourra y répondre. On va ensuite maintenant prendre la parole avec Julien. On l'a vu avec Morgane en introduction de présentation tout à l'heure, le poids économique du tourisme sur la France. On a vu avec Catherine effectivement les moyens qui existent, qui se développent, j'ai envie de dire d'année en année entre Air France et donc le Canada et les liaisons entre le Canada et la France. Nous, on va s'intéresser avec Julien particulièrement sur le profil et les comportements des Canadiens lorsqu'il s'agit de choisir et de prendre la décision de venir en France. Et puis on verra aussi les tendances à travers une étude. Donc on va commencer tout avec Julien qui va nous donner quelques informations sur le poids du tourisme. Donc oui, en effet, on se pose la question tout d'abord, est-ce que les Canadiens voyagent beaucoup? Pour ça, on a voulu comparer à la fois le Canada, la France et aussi les États-Unis. Et donc, le premier élément qui est important à voir, c'est que 33 millions, et on va vous partager un certain nombre de chiffres par la suite, c'est vrai qu'on ne vous l'a pas dit, vous aurez accès à la présentation si vous voulez revenir sur un certain nombre de détails. L'idée, c'est vraiment de comprendre les tendances, comprendre les grandes masses, mais après, si vous êtes intéressé pour aller plus voir dans le micro, dans le macro, vous aurez la possibilité d'accéder à la présentation dans les quelques jours qui suivent cette présentation aujourd'hui. Donc voilà, 33 millions de voyages en 2018, donc 0,87 voyages par habitant, 80% en loisirs. Si on compare avec la France, qu'on connaît tous, on est sur un peu moins en termes de nombre de voyages, mais par habitant beaucoup moins, on est en dessous de 0,5, avec une masse de loisirs en fait qui est plutôt élevée aussi. Et en revanche, les États-Unis qu'on pointe aussi souvent comme un concurrent potentiel de marché à atteindre par rapport au Canada, on est sur quasiment à 0,25 voyages par habitant et par an, avec une masse de loisirs qui est beaucoup plus inférieure. Donc les Américains ont aussi tendance à beaucoup voyager pour des raisons professionnelles vers l'extérieur de leur pays. Je vais juste rajouter que si les statistiques pour la France paraissent un petit peu basses, je pense qu'il faut attribuer ça au fait qu'avec l'espace Schengen, maintenant, il n'est plus possible de comptabiliser les déplacements à l'étranger, on va dire par là le déplacement des Français sur le reste de l'Europe et de fait les statistiques ne reflètent pas vraiment la réalité d'un Français qui irait en Italie ou en Espagne puisqu'il n'apparaîtrait pas dans les statistiques, il n'y a plus de contrôle aux frontières, donc plus de moyens de statistiques. Donc c'est peut-être pour ça je pense qu'on peut avoir un taux aussi bas en termes de voyages par habitant. Donc ensuite, on a voulu s'intéresser en fait au poids des voyages à l'étranger par rapport au monde et par rapport aux États-Unis. Le Canada et les États-Unis ont une relation symbiotique. Chaque jour, plus d'1 milliard de dollars de marchandises traversent la frontière. 65% des Canadiens vivent à moins d'1 heure de la frontière américaine. Donc avec les États-Unis, le Canada fonctionne très bien. Donc, c'était important de voir le nombre de voyages qui allaient aux États-Unis et le nombre de voyages qui étaient plus tournés sur l'international. Donc, quand on regarde l'évolution sur les dernières 18 années, ce tableau présente seulement les 6 premiers mois de chaque année sur les dernières 18 années. Et on voit en fait globalement une augmentation sur les US depuis 18 ans, mais à peu près stable depuis 10 ans en fait. Les variations qu'on peut voir sont souvent liées au taux de change qui était très bas et très avantageux pour les Canadiens en 2013-2014
2012-2013, ce qui a fait un peu plus de voyages. Mais globalement, la grosse augmentation qu'on peut voir, c'est sur les voyages à l'étranger, avec quasiment une multiplication par 3 du nombre de voyages des Canadiens vers des destinations non US. Donc, on l'a vu, le poids donc, du tourisme canadien sur l'étranger. On a vu aussi le fait que les Canadiens aiment voyager beaucoup et de plus en plus à l'étranger. Il nous intéressait, nous, il nous semblait intéressant pour nous de savoir quelles étaient les destinations, bien sûr. Donc, on a pour cela deux tableaux. Le premier sur votre gauche, qui est le tableau par pays, la destination par pays, et celui à droite sur les villes. Alors, par pays, naturellement, on trouve le Mexique, Cuba, qui sont des destinations, on a parlé tout à l'heure avec Morgane, d'accès facile pour, on va dire, du tourisme très rapide, recherche de soleil et à bas prix. Donc, on a des destinations tout trouvées pour ça, avec aussi la République dominicaine. Donc, dans le top 5, la France apparaît en dernière position. Mais c'est vrai qu'on compte parmi, encore une fois, les 5 pays les plus fréquentés par les Canadiens à l'étranger, le Royaume-Uni et la France, donc 2 pays européens. Avant l'Asie avec la Chine qui viendrait en top 6. Donc là, encore une fois, si on met de côté le choix de destination facile soleil, une préférence pour le Canadien sur l'Europe. Ensuite, un tableau sur là, par contre, les villes. Paris apparaît en deuxième position. On compare 2019 par rapport à 2018, donc assez constance à ce niveau-là. New Delhi s'explique par le fait qu'une grosse population canadienne est d'origine indienne et se déplace donc pour des raisons familiales, on va dire, sur New Delhi. Et Londres se dispute avec Manille la 3e ou la 4e place. Donc on retrouve à peu près les mêmes similitudes. L'intérêt de voir le voyage par ville, c'est qu'en fait, c'est là où sont les aéroports lorsque les gens arrivent et qui donnent la part belle à Paris en termes de représentativité sur les top 8 destinations. Le slide suivant. Alors, c'est un tableau que Morgan avait présenté tout à l'heure. On va s'arrêter quelques minutes. Je trouve très intéressant. Ce sont deux tableaux. Un premier tableau sur votre gauche qui parle donc de l'arrivée des touristes étrangers en volume, en nombre de touristes, et puis sur la droite, en nombre de nuitées. On va commencer par celui de gauche. Alors, on peut le voir, le volume est malgré tout assez bas. On va dire 1,2 million sur 2018. On a pris les années 2018, enfin, l'année 2018 qui pour nous n'est de référence. On verra par la suite l'évolution et tendance, mais on n'a pas voulu bien entendu prendre l'année 2019 et encore moins l'année 2020 qui ne sont pas le reflet de ce que le tourisme a connu dans le monde. 2018, donc 1 200 000 voyageurs, donc ça place le Canada, on va dire, en 15e position. Ce qui est intéressant de noter sur ce tableau, par contre, c'est la progression. Entre 2017 et 2018, c'est 18% de plus, là où un marché stagne un petit peu, encore une fois, si on veut comparer avec les États-Unis. Alors, en volume, les États-Unis sont plus importants, mais il est à noter, par exemple, que les États-Unis, qui comptent à peu près 9 fois plus de population, sont à peu près à 3 fois plus de touristes uniquement. Donc, là encore, on l'a vu tout à l'heure avec Julien, un volume de touristes canadiens beaucoup plus important en proportion par rapport à la population que peut-être les États-Unis. Une explication à ça toute simple, c'est que les Canadiens, pour 67 d'entre eux, 67%, pas 67 personnes, 67% d'entre eux possèdent un passeport, alors qu'aux États-Unis, ce taux tombe à 46%. Donc là encore, un indicateur qui montre comment les Canadiens s'intéressent à l'étranger. Le tableau de droite qui est un tableau très intéressant en termes de nuitées. Alors là, si tout à l'heure, quand je parlais en termes de volume, le Canada se plaçait en 15e position. Par contre, en termes de nuitées moyennes, le Canada, lui, se place clairement en première position si on met le Maghreb de côté. Donc, on a une moyenne de 9,9 nuitées. Donc, le Canadien, lorsqu'il vient, il vient pour plusieurs jours. Et lorsqu'il vient en Europe, il vient pour plusieurs jours en France, pas loin de 10 jours. Il y a une légère baisse. En 2015, on était à peu près à 11 nuitées de moyenne. En 2018, on est passé à 9,9 nuitées. Mais voilà, un chiffre intéressant. Je souligne juste aussi la Chine, qui est un pays sur lequel la France mise beaucoup en termes de tourisme inbound, mais on se rend compte que le Canada, alors volume comparable à des taux, enfin des dépenses moyennes canadiennes en termes d'hébergement, avec des moyennes de nuitées beaucoup plus longues que peut l'être d'autres provenances, d'autres touristes, d'autres provenances d'autres pays comme la Chine par exemple. Encore une fois, ce sont des tableaux qui sont disponibles pour vous par la suite dans la présentation. Vous pourrez vraiment y passer du temps à consulter et revenir vers nous avec des questions. Julien. Donc maintenant, parlons un peu de comment la France est-elle perçue par les Canadiens. En fait, principalement, ils retiennent l'architecture.
ce qu'il faut comprendre, c'est que le Canada est un pays qui a une histoire à peu près de 200 ans, 250 ans. Ça dépend comment on voit les choses. Et donc, tout ce qui est considéré comme héritage ici à partir de plus de 100 ans. Donc, c'est important en fait pour eux. Ils sont admiratifs de voir des choses qui ont été construites il y a 2000, qui existent depuis 2000 ans ou des bâtiments qui existent depuis 500 ans. La partie histoire, culture et musée qu'on peut retrouver, les Canadiens sont fiers d'avoir participé aux différentes guerres mondiales et d'avoir su défendre la paix dans le monde. Ça fait partie de l'histoire, ça fait partie de leur patrimoine et ça fait partie des choses qu'ils veulent voir ce que ont pu vivre leurs ancêtres dans le passé. Ils sont aussi très friands en fait de la cuisine française et des vins français et ils en profitent le maximum au Canada, mais ils souhaitent aussi pouvoir le découvrir directement en France dans le pays. Ils sont attirés par la nature, comme on l'a évoqué, le Canada aussi grand, 33 fois la France, avec une grande proéminence de forêts et de terrains naturels et de montagnes. Donc, ils souhaitent aussi pouvoir retrouver ça en France, attirés aussi par la French Riviera et tout le côté soleil qu'on peut retrouver sur la Méditerranée ou le sud de la France de manière générale. Et aussi comme une plateforme d'entrée vers d'autres destinations européennes intéressantes à visiter. Donc, maintenant qu'on a vu un peu tout ça et qu'on a mis les choses dans le contexte, voyons un peu qui sont ces Canadiens qui voyagent à l'étranger. Souvent, donc, en fait, les séjours à l'étranger sont qualifiés comme des vacances en famille pour les Canadiens. 46% d'entre eux considèrent que ce sont des vacances en famille. La plupart d'entre eux vont voyager avec un partenaire, donc 54% d'entre eux, mais on voit que ce taux augmente sur la population senior, donc qui monte jusqu'à 3/4 d'entre eux voyagent en couple ou à plusieurs. En opposition, pour le coup, seuls 10% vont voyager seuls et ce chiffre augmente fortement sur la population des millennials sur les 18-34 ans. Et enfin, on a 21% d'entre eux qui vont voyager avec des enfants. Alors, on va commencer une série de quelques tableaux. L'idée, c'est pas vous inonder de chiffres. Je vais vous aider un petit peu à décrypter le tableau. C'est une étude qui a été faite par le DCI, Development Council International, une étude privée commandée et qui est un très bon indicateur. On a vu jusqu'à maintenant avec Julien et les présentations précédentes un petit peu le profil des Canadiens. Maintenant, qu'en est-il des tendances et quel sera l'impact du Covid dans leur choix? Et c'est l'objet des tableaux qu'on va étudier ensemble. Sur la colonne de droite, vous avez les chiffres de 2017. La même étude avait été établie en 2017. Et celle-là, donc les chiffres qu'on a sur la partie gauche sont des chiffres qui reflètent les réponses de 1500 Canadiens interrogés sur le début de l'année 2020. Pardon, milieu de l'année 2020, et qui permettent de mettre en balance, en perspective, pour les mêmes questions, des réponses parfois différentes. Donc, on a par tranche d'âge et après qui sont les 4 premières colonnes, et après par les revenus par foyer moyen. Sur la partie donc des lignes, je vous invite à regarder la première ligne et la quatrième ligne. La première et la quatrième sont les semestres en fait, donc de janvier à juin et de juillet à décembre. Et entre ces lignes-là, vous avez la deuxième, la troisième, la cinquième et la sixième qui sont par trimestre, donc de janvier à mars. Très bien, donc ça c'est pour comprendre le tableau. Alors, ce tableau reflète donc les périodes pour lesquelles les gens interrogés ont confié à vouloir se déplacer, partir en vacances. Donc, par tranche d'âge, je vous invite à regarder par vous-même globalement. Ce qui paraissait intéressant de noter, c'est que beaucoup de milléniums principalement envisagent un départ plutôt sur la période de l'été, entre juillet et septembre. Ça n'étonnera pas grand monde. Par contre, il y a quand même une partie de la population, entre les 30 et jusqu'aux seniors, en fait, qui privilégie les départs beaucoup sur le premier trimestre. Donc, c'est un élément important quand on entend s'attacher à peut-être un marché hors saison. Le Canada est peut-être un pays à envisager pour cela, puisque beaucoup de gens souhaitent, en tout cas, manifester l'intention de partir au premier trimestre. Un chiffre important aussi, c'est de noter que 20% à peu près des gens interrogés, alors 17% sur les jeunes, mais une vingtaine de pourcents sur les tranches d'âge supérieures, sont des gens qui n'ont pas de préférence particulière dans l'année pour voyager. Donc, les gens qui sont disponibles au cours de l'année pour voyager, c'est quand même une personne sur 5, assez intéressant comme chiffre.
Le tableau suivant, pardon. Donc, on a aussi voulu voir quels sont les critères de sélection pour une destination pour les Canadiens. La liste n'est pas hiérarchisée et donc il n'y a pas de sens de priorité. Mais donc, il y a 5 éléments qui reviennent dans les différentes études qui ont été faites par Development Counselor International. Et donc, on retrouve le sentiment de sécurité. Le taux de criminalité au Canada est vraiment faible par rapport à nos voisins nord-américains, mais aussi par rapport à ce qu'on peut trouver en France. Donc, le sentiment de sécurité est très important ici. Donc, ils veulent pouvoir retrouver ça lorsqu'ils partent en vacances et en voyage. La qualité du logement, ils sont habitués à un certain nombre de standards et ils veulent pouvoir retrouver ça lorsqu'ils voyagent. On va retrouver, comme on l'a déjà évoqué, le côté nature et environnement qui est important par rapport aux valeurs et par rapport aux fondations de ce qui fait le Canada aujourd'hui. Et les Canadiens sont souvent moqués pour leur gentillesse et pour leur aimabilité, mais ils souhaitent aussi retrouver ça lorsqu'ils partent en vacances, c'est avoir une connexion avec la population locale qui soit accueillante et qui soit hospitalière vis-à-vis d'eux et de comment ils veulent découvrir le pays et comment ils veulent vivre leurs vacances, et aussi le respect des mesures sanitaires qui pour eux est important. Le Canada est toujours le pays en tête du taux de vaccination sur la première dose et la deuxième dose dans le G7 et dans le G20. Donc c'est une population aussi qui est très attentive à ce type de préoccupation. Justement, donc les mesures sanitaires, on a étudié à travers cette étude donc les réactions des voyageurs potentiels pour l'après-Covid. Il n'y a pas vraiment grand-chose de surprenant sur cette étude-là, on ne va pas rester trop longtemps, si ce n'est qu'en fait, plus de 75% des gens manifestent un intérêt très, très, très grand sur les conditions par rapport au Covid du pays d'accueil, s'assurer qu'il y a bien effectivement des programmes sanitaires en place, que le vaccin a été trouvé ou même que le pays idéalement soit complètement débarrassé du Covid. Ça, on verra quand ça arrivera. Par contre, ce qui est intéressant, c'est une question qui apparaît dans ce tableau. Lorsqu'on demande aux gens quelles sont les intentions de voyage après la Covid, beaucoup, si je ne me trompe pas, 50% disent qu'ils vont mettre en priorité un voyage à l'étranger. Donc, on a vraiment une situation d'attente de la part du marché canadien ici pour se dire, dès que le Covid sera une affaire historique, enfin ça sera du passé pour nous, on pourra voyager et le voyage fait partie pour en tout cas 50% d'entre eux d'une dépense prioritaire. Et beaucoup estiment aussi dépenser plus que ce qu'ils ne faisaient avant. Alors encore une fois, ce sont des déclarations, mais elles s'expliquent aussi par le fait que les gens n'ayant pas voyagé depuis trop longtemps ont envie de se faire plaisir lors de prochains séjours. Les sources d'information pour faire le choix lorsqu'il s'agit aux Canadiens de prendre une décision par rapport à un voyage, on l'a dit tout à l'heure, plutôt en famille. Là aussi, un tableau par rapport à 2017. Alors là, par contre, beaucoup de changements entre l'avant-Covid et l'après-Covid. Alors, on trouve toujours principalement les familles et les amis comme étant des sources d'information sur lesquelles les Canadiens s'appuient pour faire leur choix. Mais bien sûr, les recherches sur Internet, les sites de revues en ligne restent à peu près stables. Par contre, on voit une grosse attente ou en tout cas une prépondérance dans le choix des vacances à partir des plateformes de social media, que ce soit Instagram ou autres plateformes, qui permettent de plus en plus, on voit une assez grosse progression entre 2017 et 2020 pour des intentions plus tard, 2021-2022, de gens qui s'intéressent à ce social media pour prendre leur choix, faire le choix, pardon. Intéressant aussi de noter que les travel guidebooks, donc les guides de voyage, impression papier, séduisent encore beaucoup de seniors dans leur choix. Quand il s'agit maintenant de réserver, les canaux de réservation, là aussi, les Canadiens privilégient beaucoup les canaux sur lesquels ils ont accès directement. Par contre, on se rend compte que la pandémie n'aura pas un impact négatif sur le rôle des agents de voyage et des tour opérateurs. Même les tour opérateurs sont en progression, on va dire, comme source de réservation. Donc, intéressant de noter que sur les comportements qu'on connaissait avant, il n'y aura pas un impact fort, en tout cas pas sur le rôle des agences de voyage et des tour opérateurs sur le choix. À noter par contre que ce qu'on appelle les directly providers, que sont les réservations, enfin les réservations directement sur le site d'hôtel ou de location de voiture, eux par contre subissent une désaffection de la part des Canadiens lorsqu'il s'agira de choisir leur canal de réservation. Parfait.
Merci Franck. Et donc, en conclusion, on va prendre les questions juste après pour vous laisser 10 minutes pour poser vos questions. Mais donc, quelles sont les opportunités pour vous d'atteindre les Canadiens? Comme on l'a évoqué, c'est donc les familles et les seniors sur du hors-saison qui peut être un beau marché de croissance. On avait parlé de l'authenticité à travers l'architecture, mais aussi des éléments locaux, d'une offre locale en dehors des sentiers battus, avec une relation avec les racines historiques, comme on l'a évoqué, sur les guerres ou sur le passé d'immigration et d'immigrants. Comme l'a évoqué Morgan, le Canada est une terre d'immigration et donc tous ces immigrants ont des racines en dehors du Canada. Et après aussi, vous avez toute la partie éducative avec l'architecture, les musées, les différentes expositions qui sont disponibles en France. En termes de canaux de distribution, les opportunités sont deux opportunités sont claires, à la fois privilégier une prise de parole directe sur les réseaux sociaux, et je vous ai mis à droite de la slide les meilleures photos qui ont fonctionné sur les réseaux sociaux, qui doivent cumuler à peu près plus de 4 millions de vues et sûrement 250 000 likes. C'est quelque chose qui fonctionne sur ce que nous on propose à travers Best of France et nos réseaux sociaux, et c'est une population qui va réagir là-dessus. Mais il faut aussi continuer à travailler avec les agences et les tours opérateurs qui restent, comme l'a présenté Franck, qui ont toujours un rôle à jouer dans la réservation de voyages pour les Canadiens. Merci Julien. Je pense qu'on arrive au terme des 3 présentations. On vous remercie encore énormément pour votre écoute. On laisse la place libre aux questions. On est tous disposés à vous répondre. Je ne sais pas si Ismaël, qui est derrière à la technique, on va dire, a pu déjà enregistrer quelques questions. Si elle veut nous en faire part. Oui, alors on a beaucoup de remerciements. Une présentation qui change de l'ordinaire, très claire, avec beaucoup d'infos. Donc on nous demande notamment s'il est possible de recevoir la présentation, car il y a des données et des chiffres très intéressants. Vous aurez tous accès à la présentation dans quelques jours. Une question du coup pour Catherine. Est-il possible de redonner les destinations où est disponible le service Ready to Fly? Alors, le service Ready to Fly, il est disponible au départ de toutes nos escales du Canada, donc Montréal, Toronto, Vancouver, Calgary, Edmonton. Aujourd'hui, il est déployé donc au départ du Canada, vers Paris pour Air France et vers Amsterdam pour KLM. Donc, ça ne concerne aujourd'hui que les passagers qui sont en vol direct vers Paris ou en vol direct vers Amsterdam. Et progressivement, on va l'étendre à toutes les destinations de notre réseau. Donc, ça permettra aussi de concerner les passagers qui sont en correspondance à Paris ou Amsterdam. Donc, toutes nos escales. Merci. Une autre question. Est-ce qu'il y a une prévision pour ouverture de vols directs vers d'autres villes de France que Paris, par exemple Bordeaux, Toulouse, etc. Alors aujourd'hui, toutes ces destinations sont desservies par Air France et elles sont desservies en correspondance via CDG. Donc elles sont déjà desservies en direct depuis le Canada. Non, aujourd'hui c'est pas à l'ordre du jour. La force en fait du réseau Air France, c'est justement la force de la plateforme de CDG pour Air France et la plateforme d'Amsterdam pour KLM, qui nous permet en fait justement de déployer en fait nos passagers vers toutes nos opportunités de correspondance. Donc par contre le programme se renforce en fait cet hiver et puis à l'été prochain sur la France. Donc sur le domestique, ça c'est le cas. Donc il y aura plus d'opportunités de correspondance, mais pas de liaison directe avec le Canada. Merci. Une autre question, je pense, qui est adressée à tout le monde. Quid du tourisme de luxe? Est-ce que vous avez un avis là-dessus qui est aussi en plein essor sur la France? Est-ce que vous avez donc un avis ou éventuellement des chiffres qui seraient possibles de partager par la suite aux agents de voyage?
Morgan, je ne sais pas si tu as des informations à ce niveau-là, non. Précisément sur le luxe, non, on n'en a pas. Pas d'études ont été faites à ce niveau-là. On a plutôt privilégié dans la présentation des vacances à but, on va dire, familial. Il y a bien sûr, parce que, alors je vais peut-être parler un petit peu plutôt de Toronto et de Vancouver, mais principalement, on va dire, de façon générale sur le Canada anglophone, une forte présence de gens à fort pouvoir d'achat, des gens d'origine de pays comme l'Asie, par exemple, pour pas les citer, qui envisagent, lorsqu'ils vont à l'étranger, notamment en France, effectivement, un arrêt chez Louis Vuitton ou autre enseigne de luxe. En ce qui concerne l'hôtellerie de luxe, j'ai pas de chiffres à proprement parler. Il faudrait peut-être que je me renseigne, que je vois. On a encore ici une clientèle qui est intéressée pour se faire plaisir. On l'a vu, on l'a pas précisé. Le Canadien, enfin le marché du tourisme au Canada en France, c'est à peu près $1 milliard de dollars de dépenses. On a vu des nuitées sur une moyenne d'à peu près 9 nuits, principalement en hôtellerie. Donc il y a un marché. Sur le luxe en particulier, je peux pas dire la part de marché, ça, je l'ai pas. Mais bon, on peut essayer de se renseigner, de trouver l'information et puis la partager avec vous. Ouais. Peut-être le temps pour une dernière question, Isman. Merci. Une question plutôt technique, du coup, de la part de Cynthia, ou les deux sur les... On vous a perdu. Pardon, je répète la question. Est-ce qu'il vaut mieux communiquer en anglais, en français ou les deux sur les réseaux sociaux? Ça dépend en fait quelle est votre cible. Très clairement, on a 25% des Canadiens qui parlent français. Ils sont principalement situés à Québec. C'est pas exclusivement, tous les francophones ne sont pas à Québec, mais voilà, 80% d'entre eux sont à l'Est et à Québec. Ensuite, le reste de la population parle anglais, et même s'ils sont francophiles et ils aiment la France, leur français s'arrête souvent à bonjour et à 2-3 expressions. Donc c'est vraiment un choix stratégique en fait, et c'est le choix de nous qu'on a fait Best of Friends, c'est se dire les francophones n'ont pas nécessairement besoin qu'on leur vende la France. Faut leur rappeler des fois d'aller en France et que. Mais voilà, les francophiles anglophones, pour le coup, eux ont besoin d'un peu plus d'explications, de compréhension culturelle, et sont très attirés par quelque chose qui est pour eux beaucoup plus lointain et qui est une sorte de rêve. C'est-à-dire que on l'a évoqué, mais les Canadiens souvent aller en France ou aller à Paris, ça reste une étape de vie à faire en fait. Et c'est souvent pour aussi des occasions, c'est souvent pour soit une lune de miel, soit un élément important, visiter des ancêtres. Ça reste un élément très important. Donc, je réponds pas nécessairement à la question parce que c'est lié à une stratégie, mais si on regarde juste les chiffres, il y a beaucoup plus de Canadiens anglophones que de Canadiens francophones. Si je peux me permettre de compléter peut-être sur ce point, parce que c'était aussi un peu le prisme de ma présentation lorsque j'indiquais qu'il y avait un vrai intérêt économique à prospecter au-delà des frontières du Québec. Bon, aujourd'hui, les deux langues ont un statut de langue officielle, donc dans toutes les communications, notamment du gouvernement fédéral, c'est dans les deux langues. Si vous allez sur les sites internet du gouvernement, vous trouverez tout sur les deux langues. Mais il est évident que la répartition des francophones au sein du pays est très largement déséquilibrée, avec des francophones, non pas exclusivement, mais très majoritairement représentés au Québec, en partie en Ontario, qui est quand même la deuxième communauté ici, et de moins en moins, plus on se déplace vers l'ouest du pays. Donc, or, c'est bien à l'ouest qu'il y a probablement des viviers, des potentiels de nouveaux clients importants. Donc, si j'avais à répondre, et sous réserve bien sûr de la stratégie de chacun, il y a un vrai intérêt à communiquer directement en anglais et à présenter en anglais les atouts de la France pour attirer cette clientèle. Merci pour cette réponse. Une question, la question. Le pass sanitaire. Les Canadiens ont-ils accès au pass sanitaire qu'ils doivent télécharger avant d'arriver
pour pouvoir entrer au restaurant, musée, etc. Je connais la réponse. Oh, je sais pas D'accord, qui veut. Morgan, vas-y. Je peux répondre à la question, Morgane, comme tu veux. Alors, très rapidement, en fait, il faut bien avoir à l'esprit que le Canada, c'est une fédération, c'est même une confédération depuis 1867, avec des systèmes qui varient grandement d'une province à une autre. Et ce que l'on a vu depuis la sortie de l'été, c'est justement des passes sanitaires qui sont mis en place au niveau provincial. Le Québec a été avant-gardiste, l'Ontario a suivi, la Colombie-Britannique également. Et tout l'enjeu à l'heure actuelle pour le niveau fédéral est justement d'avoir une harmonisation des codes et des dispositions, mais on n'y est pas encore. Voilà, Catherine, peut-être. Alors, si je peux me permettre pour ajouter, en fait, le gouvernement fédéral a mis en place il y a quelques semaines ce qu'on appelle ici, en fait, le PVC. Le Pan Canadian Certificate, qui, comme l'indique Morgane, va donner la possibilité en fait à chaque passager qui a été vacciné sur un schéma provincial, soit Québec, soit Ontario, etc., de télécharger en fait une preuve internationale de vaccination, donc ce qui s'appelle le PVC. Qui est reconnu d'ailleurs dans un certain nombre de pays et qui permet en fait d'avoir un format uniforme en fait pour le Canada. Après, pour les passagers internationaux qui décident d'aller en France et qui souhaitent effectivement avoir accès au pass sanitaire et donc avoir la traduction en fait de leur certificat canadien en un certificat français, oui, c'est possible. Ce que je propose peut-être à Franck, c'est peut-être de partager en fait le process et comment Oui. effectivement les passagers peuvent aujourd'hui traduire en fait ce pass canadien en un pass français ou européen. Notez, on le mettra à la suite de la présentation avec la procédure, tout à fait. Merci, Catherine. Une question de Dominique qui nous demande, donc ayant une clientèle américaine, USA et brésilienne, comment démarcher la clientèle canadienne anglophone? Pardon, le début de la question, c'était? Ayant une clientèle américaine, USA et brésilienne. Comment est-ce qu'on démarche la clientèle? Celle canadienne. On fait appel à Best of France. Je suis désolé, j'ai pas de réponse. USA plus et simple que brésilienne, ça, comment démarcher la clientèle canadienne anglophone? Oui, c'est ça. Du moins, c'est trouver un acteur comme nous, en fait, qui est placé sur le Canada anglophone et qui est capable d'être le relais, en fait, de présence pour augmenter votre visibilité sur cette clientèle, en fait. Il y a des équivalents aussi au Québec de ce qu'on fait qui démarche une clientèle 100% francophone. Et pour le coup, nous, sur le secteur et sur la démographie sur laquelle on se concentre, c'est vraiment parler aux anglophones. On a de plus en plus d'Américains aussi qui suivent nos actions sur les réseaux sociaux et leur proposer en fait et leur parler en fait de ce que vous pouvez leur proposer. Mais renvoyez, je pense que dans l'invitation, vous avez un lien vers l'adresse email de Manuela qui est notre responsable des ventes et qui fait partie de notre équipe, qui pourra aussi répondre à vos questions, aller plus dans le détail si nécessaire. Et Morgan. si je peux compléter en un mot, comme je l'ai indiqué dans ma présentation, l'opérateur national qui est Atout France a également une représentation avec une équipe de 5 personnes, un plan d'action et surtout un mandat qui couvre l'ensemble du Canada. Donc, bien sûr, ils sont installés dans la partie québécoise, mais ils seront également là pour vous apporter des éléments de conseil pour essayer de vous développer sur le reste du pays. Très bonne source d'information. Beaucoup de chiffres sont sortis aujourd'hui de la présentation qu'on a pu faire de ce que obtient Atout France, effectivement, en termes de recueil d'informations. Merci. Bon, nous avons de nombreux remerciements. Pas d'autres questions. Merci beaucoup pour une présentation très claire. Et Merci beaucoup. à très bientôt.
avec Best Très bien, of merci. Je vais libérer, merci Catherine et Morgane. Je vais les remercier encore énormément pour votre temps aujourd'hui et les présentations, la qualité des présentations. Je vais aussi en profiter pour remercier encore une fois Tourmag, notre partenaire. Derrière Tourmag, Fabien, Manuela, Isman derrière aussi à la technique, merci. Manuela, notre équipe en France, Manuela et Simon. Et puis, vous souhaitez à tous une bonne après-midi. À vous en Ontario, à Montréal, une très belle journée. À nous aussi de notre côté. Et puis, encore une fois, on répondra à toutes vos questions si vous en avez par écrite. Et pas de souci, vous passez par l'adresse email qui apparaîtra à la fin de la présentation. Très bonne journée. La présentation dans quelques jours. Merci à vous. Merci encore. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée.